Amis jambistes, bienvenue encore une fois de plus sur ce cours destiné à l'introduction au génie logiciel. Je me tiens devant toi parce que je veux passer un temps de lecture suivi avec toi. J'espère que tu aimes bien la lecture. La dernière fois, tout à l'heure, nous avons vu les backgrounds de conception, les backgrounds d'architecture. Et nous avons également abordé la notion les enjeux de la production du code source d'un projet logiciel. Donc nous allons aborder aujourd'hui la gestion des versions et ma foi, je pense que c'est ça ancre beaucoup plus dans la conduite d'un projet, n'est-ce pas? Donc c'est beaucoup plus dans la conduite d'un projet que nous allons c'est beaucoup plus dans la conduite de projet. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des versions. Comment ça se fait en entreprise, comment ça se fait de manière pratique, comment est-ce que les développeurs gèrent les différentes versions de leur logiciel. Pour ceux qui utilisent leur téléphone Android, vous allez par exemple voir il faut parfois mettre à jour son WhatsApp, son Facebook. Ça demande de passer en fait d'une version à une autre version. Et de manière pratique, comment est-ce que vous également demain dans vos projets en tant que futur développeur de logiciels, vous allez pouvoir faire cela. Donc c'est une compétence à acquérir, c'est un savoir-faire également à acquérir. Donc l'objectif de ce chapitre est de découvrir ce qu'est la gestion des versions d'un logiciel en utilisant comme par exemple l'outil Git. Voilà. Donc, on peut avoir une belle image là. On a le code source, supply, software, always, source, management, code, propriety, access, material, agreement, application, service, performance, modification, content, access, voilà. Deposit. Donc, nous avons déjà mentionné qu'un projet logiciel d'entreprise a une durée de vie de plusieurs années et subit de nombreuses évolutions au cours de cette période. Voilà, ça fait partie du cycle de vie d'un projet logiciel. On rencontre souvent le besoin de livrer de nouvelles versions qui corrigent des bugs ou apportent de nouvelles fonctionnalités. Donc, bugs, c'est des erreurs, bien sûr. Le code source du logiciel vit donc plusieurs années. Il vit, son cycle de vie vit. Afin de pouvoir corriger les problèmes signalés par un utilisateur du logiciel, on doit savoir précisément quels fichiers sources font partie de quelle version. En entreprise, seule une petite minorité de logiciels sont conçus par un seul développeur. La grande majorité des projets est réalisé et ou maintenu même par une équipe de plusieurs personnes travaillant sur la même base de code source. Ce travail en parallèle est source de complexité, naturellement. Donc, comment récupérer le travail d'un autre membre de l'équipe? Comment publier ses propres modifications? Comment faire en cas de modification conflictuelle? Travailler sur le même fichier source qu'un ou plusieurs collègues? Comment accéder à une version précédente d'un fichier ou du logiciel entier? Bon, pour les raisons précédentes, tout projet logiciel d'entreprise, même monodéveloppeur, doit faire l'objet d'une gestion des versions. Voilà. Révision control system ou versionning. Voilà. La gestion des versions vise les objectifs suivants. Donc, voici les objectifs de la gestion des versions. C'est d'assurer la pérennité du code source d'un logiciel, qu'il soit pérenne, qu'il soit intègre, permettre le travail collaboratif et fournir une gestion de l'historique du logiciel. Donc, la gestion des versions est parfois appelée gestion du code source, SNM, Source Code Management. La gestion des versions la plus basique consiste à déposer le code source sur un répertoire partagé par l'équipe de développement. Si elle permet à tous de récupérer le code, elle n'offre aucune solution aux autres complexités du développement en équipe et n'autorise pas la gestion des versions.
Afin de libérer l'équipe de développement des complexités du travail collaboratif, il existe une catégorie de logiciels spécialisés dans la gestion des versions. Voilà. Donc, pour gérer les versions d'un logiciel, on se sert d'un autre logiciel. Donc, parlons de les logiciels de gestion des versions. Il y a les principales, il y a les fonctionnalités principales. Un logiciel de gestion des versions est avant tout un dépôt de code qui héberge le code source du projet. Donc, chaque développeur peut accéder au code au dépôt afin de récupérer le code source, puis de publier ses modifications. Les autres développeurs peuvent alors récupérer le travail publié. Le logiciel garde la trace des modifications successives d'un fichier. Il permet d'en visualiser l'historique et de revenir à une version antérieure. Un logiciel de gestion des versions permet de travailler en parallèle sur plusieurs problématiques, par exemple la correction des bugs de la version publiée et l'avancement sur la future version, en créant ce qu'on appelle des branches. Donc, il y aura une branche pour la version déjà publiée et une branche pour la future version à travailler. Les modifications réalisées sur une branche peuvent ensuite être intégrées ou alors merging à une autre. Et en cas d'apparition d'un conflit, modification simultanée du même fichier par plusieurs développeurs, le logiciel de gestion des versions permet de comparer les versions du fichier et de choisir les modifications à conserver ou alors à rejeter pour créer le fichier fusionné final. Le logiciel de gestion des versions permet de regrouper logiquement des fichiers par le biais du tagging. Voilà, donc il permet de regrouper logiquement des fichiers par le biais du tagging, en fait, étiquetage. Il ajoute aux fichiers source des étiquettes correspondant aux différentes versions du logiciel. Maintenant, parlons de la gestion centralisée et la gestion décentralisée. On peut classer les logiciels de gestion des versions en deux catégories. La première catégorie offre une gestion centralisée du code source. Dans ce cas de figure, il n'existe qu'un seul dépôt qui fait référence. Le développeur se connecte au logiciel de gestion des versions suivant le principe du client-serveur. Cette solution offre des avantages de la centralisation administrative facilitée, mais handicape le travail en mode déconnecté. Donc, une connexion au logiciel de SNM est donc nécessaire. Voilà. Maintenant, donc on va voir par exemple un schéma qui retrace la gestion centralisée. On peut voir là qu'il y a la centrale VS serveur, ça ici. Et dans cette centrale, on a le dépôt dans une base de données avec les différentes versions. Donc, le développeur sur la machine A peut se connecter au dépôt et récupérer une version de fichier. Et même aussi pour le développeur B, il récupère la même version de fichier depuis le dépôt central et il travaille dessus. Une seconde catégorie est apparue il y a peu. Elle consiste à voir le logiciel de gestion des versions comme un outil individuel permettant de travailler de manière décentralisée hors ligne. Dans ce cas de figure, il existe autant de dépôts de code que de développeurs sur le projet. Le logiciel de gestion des versions fournit heureusement un service de synchronisation entre toutes ces bases de code. Cette solution fonctionne suivant le principe du pair à pair. Cependant, il peut exister un dépôt de référence concernant les versions livrées. Donc ça c'est pour le cas d'une gestion des versions décentralisée. Donc, il y a autant de versions de code qu'il y a de développeurs, en fait, autant de dépôts. Donc, sur cette machine A-ci, on a un dépôt. Sur la machine computer B, on a également un dépôt. Et il existe bien sûr, il peut y avoir un dépôt central, voilà, un serveur central, un serveur de référence. Voyons maintenant les principaux logiciels de gestion des versions. Il existe de très nombreux logiciels de gestion des versions. Si on peut regarder l'article sur Wikipédia, nous n'allons citer que les principaux. Assez ancien, mais toujours utilisé, il y a CVS, Concurrent Versioning System, fonctionne sur un principe centralisé. De même que son successeur SVN, Subversion,
Tous deux sont souvent employés dans le monde du logiciel libre. Ce sont eux-mêmes des logiciels libres. Il y a les logiciels de SNM décentralisés, sont apparus plus récemment. On peut citer Mercurial et surtout Git que nous utiliserons dans la suite de ce chapitre. Ce sont également des logiciels libres. Bon, Microsoft fournit un logiciel de SNM développé sur mesure pour son environnement. Il se nomme TFS, Team Foundation Version, et fonctionne de manière différente. TFS est une solution payable. Donc, il est tout à fait possible de gérer le code source d'un projet .NET avec un outil de version des TFS, c'est possible. Maintenant, présentons donc Git alors, parce que Git c'est un logiciel libre de gestion des versions. C'est un outil qui permet d'archiver et de maintenir les différentes versions d'un ensemble de fichiers textuels constituant souvent le code source d'un projet logiciel. Créé à l'origine pour gérer le code du noyau Linux, il est multilangage et multiplateforme. Git est devenu à l'heure actuelle un quasi-standard. Le nom Git se prononce comme dans guitare et non pas comme dans Jitsu. Donc, voilà l'icône de Git et son icône, son logo si on peut dire. Comment est-ce qu'il fonctionne? Git rassemble dans un dépôt, repository ou repos, l'ensemble des données associées au projet. Il fonctionne de manière décentralisée. Tout dépôt Git contient l'intégralité des données, code source, historique, version, etc. Chaque participant au projet travaille à son rythme sur son dépôt local. Il existe donc autant de dépôts que de participants. Ça fait penser à la gestion des versions décentralisées, n'est-ce pas? Donc, Git offre des mécanismes permettant de synchroniser les modifications entre tous les dépôts. Donc, sur toutes les machines, les développeurs sont installés Git et ils sont en réseau. Un dépôt Git correspond physiquement à un ensemble de fichiers rassemblés dans un répertoire Git. Sauf cas particulier, il n'est pas nécessaire d'intervenir manuellement dans ce répertoire. Lorsque l'on travaille avec Git, il est essentiel de faire la distinction entre trois zones. Le répertoire de travail, le Working Directory, correspond au fichier actuellement sauvegardé localement. L'index ou staging area est un espace de transit et le head correspond au dernier fichier ajouté au dépôt. Donc, on a le Working Directory local, le staging, l'index, voilà, qui est là. L'index, c'est un espace de transit. Et ensuite, le head qui correspond au dernier fichier ajouté au dépôt. Les principales opérations. Donc, bien qu'il existe de nombreux plugins et autres interfaces graphiques, Git est à la base prévu pour être utilisé sous forme de commandes textuelles. Les principales commandes sont, il y a par exemple git init. La commande git init crée un nouveau dépôt vide à l'emplacement courant. Il y a git statut qui affiche les différences entre le répertoire de travail et l'index et head. Il y a git add, il ajoute des fichiers depuis le répertoire de travail vers l'index. Il y a git commit qui ajoute des fichiers depuis l'index vers le head. Voilà. Il y a git clone un dépôt existant local ou distant. Il y a git pull. Git pull récupère des modifications depuis un dépôt distant vers le head. Il y a git push qui permet de publier des modifications depuis le head vers un dépôt distant. Voilà. Donc, pour plus de détails sur les autres opérations suivantes, il faut consulter ce memento. Voilà, memento de Git. Donc, la notion de branche. Donc, voyons maintenant la notion de branche. Je crois que c'est la dernière notion. Bon, l'avant-dernière notion, hein, voilà, avant de clôturer. La notion de branche. Une branche permet de travailler de manière isolée sur une problématique particulière. Sa gestion par Git est particulièrement simple et efficace. Tout dépôt Git possède une branche par défaut nommée master. On peut ensuite créer de nouvelles branches Git branch.
y effectuer des modifications, puis fusionner cette branche avec la branche par défaut en faisant un git merge. Donc, et parlant maintenant du fichier git ignore, lorsqu'il est présent à la racine d'un répertoire géré par Git, le fichier git ignore permet d'ignorer certains fichiers qui n'ont pas été versionnés. C'est typiquement le cas des fichiers créés lors de la génération du logiciel ou des composants externes téléchargés par un gestionnaire de dépendances. La plateforme GitHub maintient en ligne une liste de fichiers git ignore pour de nombreux types de projets. Voici un extrait du fichier git ignore pour l'environnement Visual Studio Code. Donc, tous les fichiers qui sont listés ici à l'intérieur ne seront pas versionnés. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte Git, la partie sur la gestion des versions. Nous avons à peu près compris en quoi ça consiste. C'est vrai que ça a été un peu rapide, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que dans un projet logiciel, en fait, on pratique ce qu'on appelle la gestion des versions. Ça veut dire le logiciel, en fait, est versionné. Et pour pouvoir gérer ces différentes versions, alors ces différents développements de versions de logiciels, on a besoin des logiciels de gestion des versions. Nous avons vu également les types de gestion des versions, et la gestion des versions centralisée et la gestion des versions décentralisées. Et nous avons également abordé un logiciel de gestion des versions en particulier qui s'appelle le logiciel Git. C'est un logiciel, c'est une application qu'on peut télécharger sur Google et installer sur sa machine et le placer dans son dossier de développement et commencer à gérer ces différentes versions. Donc, un travail pratique qu'on pourra faire, c'est déjà de partir télécharger Git directement sur Google, l'installer sur son ordinateur et chercher un tutoriel qui va nous aider à comprendre comment de manière locale on peut déjà commencer à versionner. Il y a quelque chose également que je tiens à ce que tu retiennes, c'est quoi? C'est au niveau de la structure d'un répertoire Git. Voilà. Lorsque l'on travaille avec Git, il est essentiel de faire la distinction entre 3 zones. Il y a le répertoire de travail, le Working Directory, qui correspond au répertoire avec les fichiers actuellement sauvegardés localement. Il y a l'index ou le staging area avec un espace de transit qui est également toujours dans le répertoire, en fait, dans le dépôt. Il y a le head qui correspond au dernier fichier ajouté au dépôt. Donc, et les commandes ci m'ont beaucoup interpellé. Donc, la commande git init crée un nouveau dépôt vide à l'emplacement courant. Git statut affiche les différences entre le répertoire de travail, l'index et le head. Donc, git statut. Ça s'affiche en fait. Normalement, ça va présenter les fichiers en fait, les fichiers qui sont différents entre l'espace de travail, l'index et le head. Le git add ajoute des fichiers depuis le répertoire de travail vers l'index. Donc, ils indexent ces différents fichiers-là. Le git commit ajoute des fichiers depuis l'index vers le head. Et le git clone, voilà. Le git pull, donc quand on fait un git pull, ce ne sont pas les fichiers indexés qui sont envoyés vers le head. En fait, ce ne sont pas les... Voilà. Donc, quand on fait plutôt un git push, ce sont les fichiers qui sont dans le head, c'est-à-dire les fichiers qui sont committés. Parce que le git commit ajoute les fichiers de l'index vers le head, donc les fichiers qui sont committés. On a également vu la notion de branche et de fichier git ignore, qui est un fichier dans le répertoire de travail qui permet d'ignorer, voilà, de ne pas versionner certains fichiers qui sont listés à l'intérieur. Voilà, excellent travail à toi. Nous allons nous voir la prochaine fois pour aborder la notion sur le travail collaboratif. Donc, nous allons voir les enjeux du travail collaboratif et le cadre de réalisation d'un projet logiciel. Shalom à toi, peace. À bientôt.